La bulle à Orlando a ouvert pour les matchs qui comptaient un peu pour du beurre, et maintenant la saison régulière est en train de se finir, on va bientôt arriver en playoff. Moi aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager ce que je regarde, ce qui m'intéresse depuis que la NBA a repris. J'espère que vous êtes prêts, mettez un like et on est parti. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Avant de commencer cette vidéo est un peu pour vous annoncer un partenariat avec Rookie Republic. Vous allez voir sur mon Instagram un petit post. C'est un jeu concours pour vous faire gagner un des 3 maillots que vous voyez affiché à l'écran. Alors vous avez vu, on est allé old school. Pour jouer, il faut s'abonner à mon compte Insta, au compte Insta de Rookie Republic et aussi de taguer 2 personnes dans le post. Bonne chance à tous et on peut commencer la vidéo. La première chose qui m'intéresse, bien sûr, c'est la confrontation entre les deux équipes des Lakers et Clippers, les deux équipes de Los Angeles. Ça m'intéresse beaucoup, ils ont fait une première rencontre où les Lakers ont gagné, mais je ne suis pas très optimiste pour les Lakers. Si vous avez suivi des live Twitch, j'ai déjà dit que les Lakers sont pour moi les favoris à gagner, surtout dans le cadre de la bulle à Orlando, après tant de temps off. À mes yeux, les Lakers étaient favoris. Mais j'ai du mal à voir cette équipe des Lakers qui a galéré face à ces Clippers, sans Montrezl Harrell, sans Lou Williams, gagner sur une série de 7 matchs en playoff. On sait que LeBron James va être excellent, mais j'ai besoin de voir Anthony Davis prendre encore un pas en avant face aux Clippers. Parce qu'Anthony Davis, sur toute l'année, sur les 4 rencontres face aux Clippers, il n'a marqué que 10 points dans le 4e quart-temps. Et au 4e quart-temps, LeBron James ne doit pas avoir à faire confiance à Kyle Kuzma ou alors à Avery Bradley. Ah bah non, il est en dehors de la bulle. Il ne doit pas avoir à faire confiance à J.R. Smith. Il ne doit pas avoir à faire confiance à quelqu'un d'autre au 4e quart-temps. On a besoin qu'Anthony Davis aide à finir le match. La deuxième chose que je suis et la deuxième chose que j'ai un peu anticipée et qui m'a fait défaut, je m'attendais à une baisse de niveau. Alors en effet, il y a quelques joueurs qui sont rouillés, mais franchement, je m'attendais à une baisse d'intensité, à une défense presque inexistante, et c'est pas vraiment le cas. On voit du très très beau basket. Et là, ça m'a fait penser. Déjà, c'est des superstars NBA qui sont reposés et qui n'ont plus de matchs insignifiants à jouer. Ils ne jouent plus contre les 8 autres équipes qui sont vraiment nazes sur cette fin de saison. Donc, ils sont déjà en playoff mode. Et en plus de ça, ils n'ont plus de voyage. Ils sont tous dans cette bulle à Orlando. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant d'avoir ces équipes qui sont dans un même endroit parce qu'ils n'ont plus cette fatigue du voyage. Alors je sais que les joueurs NBA se voyagent soit en jet privé, soit c'est des avions pour les équipes. Ils restent dans des hôtels de ouf quand ils vont à l'extérieur, soit. Mais c'est quand même beaucoup de voyages pour ces joueurs NBA qui, en fin de saison, ont eu 82 matchs, 41 matchs à l'extérieur, donc 41 voyages. C'est difficile sur un corps de voyager autant et performer aussi fort chaque soir. Donc voir ces joueurs dans cette bulle, avoir à simplement rentrer dans leur hôtel et 2 jours plus tard revenir pour jouer, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose que tu peux absolument pas répliquer par la suite dans le futur parce qu'il y a trop de revenus qui sont dépendants. Les revenus des stades, les revenus des commerces qui sont autour de chaque arena, c'est pas possible. Mais c'est hyper intéressant de voir des joueurs qui sont reposés, qui n'ont pas à subir le voyage. Donc je trouve ça intéressant. Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Mais peut-être qu'éventuellement, voilà, il faudra baisser la saison régulière, peut-être avoir moins de voyages pour les équipes, peut-être faire des séries de playoffs sur terrain neutre à certains moments. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais je pense que c'est très intéressant de voir le cas de figure de cette année. La troisième chose que je regarde, c'est l'étude du cas des Rockets. Moi, j'espérais voir ce small ball pousser au maximum et les voir en playoff. Donc, on va pouvoir voir ça. Ils mettent déjà un petit peu les bâtons dans les roues aux Bucks. Ils viennent de gagner face à eux. Ils sont très chiants défensivement, quand ils interceptent un ballon, ils sont extrêmement rapides parce qu'ils sont extrêmement petits. Bien sûr qu'ils vont shooter une vingtaine de 3 points par match et sur certains matchs, ça va leur coûter. Sur certains matchs, ils vont gagner grâce à ça. Et je tiens à noter, je l'ai déjà noté dans d'autres vidéos, l'année de Russell Westbrook est excellente. Il shoot moins à 3 points, il coupe, c'est le slasher de cette équipe. Depuis que Clint Capela est parti, il peut beaucoup plus s'exprimer à l'intérieur. C'est cool. Ça fonctionne, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, bien sûr, je veux les voir dans une série de playoffs. Il y a 2 joueurs avec James Harden et Russell Westbrook qui sont reposés parce que les années dernières, ils arrivent en playoffs, ils sont complètement cramés. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire en playoffs. S'ils arrivent face à une équipe des Lakers sur une série, est-ce qu'ils peuvent contenir Anthony Davis? S'ils arrivent contre le Jazz, pourquoi pas battre le Jazz, mais il va falloir que Rudy Gobert soit neutralisé. On a vu sur quelques matchs que Rudy Gobert peut être neutralisé avec l'approche des Rockets, avec des shoots à longue distance qui créent des rebonds à longue distance. Why not? J'ai hâte de voir ça.
en playoff, ça peut être très intéressant. La quatrième chose que je suis, et là c'est mon grand regret, c'est Ben Simmons et les 76ers. Ben Simmons en particulier, parce qu'il est sur une saison où j'attendais beaucoup de lui, j'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus de choses. J'osais espérer qu'il shoot encore à 3 points. On a vu des vidéos pendant les entraînements dans la bulle d'Orlando shooter à 3 points. Très bien, il en a toujours pas pris un lors d'un match qui est important. Les 76ers encaissent 50 points par TJ Warren, on dirait que c'est le nouveau Kobe Bryant. Ensuite, les 76ers doivent survivre grâce à un shoot héroïque face aux Spurs. Les 76ers vont pas bien comme avant la bulle, il n'y a pas eu une adaptation depuis. Alors oui, il y a eu un changement dans la line-up, Ben Simmons n'est plus le premier ball handler, n'est plus le premier distributeur de ballon, mais ça fonctionne toujours pas. Al Horford a l'air toujours absolument lent, il a l'air complètement cramé, et je sais pas si c'est parce qu'il rentre pas bien dans le schéma ou alors c'est que vraiment il est trop vieux. Et j'ai l'impression que très vite, je vais devoir faire une vidéo sur comment reconstruire les 76ers parce que peut-être que le process est dans un cul-de-sac. Dites ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on est dans un cul-de-sac si jamais les 76ers ne reprennent pas la face très rapidement. Et je parle de pendant ces playoffs. La cinquième chose que je regarde un petit peu avec tristesse, c'est le reste de l'équipe des Nets. Il y a tellement de joueurs qui manquent chez les Nets, donc c'est intéressant de voir certains joueurs pouvoir un peu plus s'exprimer. Et par contre, sans Kevin Durant, sans Kyrie, sans Dinwiddie, sans DeAndre Jordan, sans Wilson Chandler, sans Taurean Prince, je vois pas comment cette équipe va tenir au premier tour en playoff face à n'importe qui contre qui ils vont tomber. Je pense qu'ils vont facilement se faire sweeper. Et si je suis Kevin Durant, le pauvre, il a tout qui allait complètement mal. Il comptait partir, il se blesse, ça lui coûte une saison. Il arrive avec un Kyrie Irving, on voit que mentalement, tu peux pas lui faire confiance d'être ton pote à long terme. Tu te retrouves dans cette équipe de Brooklyn avec beaucoup de contrats qui peuvent être bougés. Tu te retrouves avec un coach qui est viré. Tu te retrouves dans un marché où tu es clairement le deuxième marché derrière les Knicks, même si les Knicks sont loin au niveau du talent. Kevin Durant, s'il revient à seulement 80%, il va devoir défendre contre un Giannis Antetokounmpo en playoff l'année prochaine. C'est difficile pour KD. Je ne sais pas s'il a fait la bonne décision. Moi, je serais resté à Golden State tous les jours à sa place. La sixième chose que je regarde et la sixième chose qui me fait kiffer, c'est pas un sujet NBA. Les matchs sont enfin à une heure potable en France. Alors bien sûr, j'adore la conférence Ouest, mais très souvent, les années passées, je devais un petit peu laisser passer des opportunités de regarder des super matchs parce que les matchs commencent à 3 h du matin. C'était impossible. Là maintenant que tous jouent à Orlando, ça va. On se retrouve avec des matchs qui finissent pas extrêmement tard et c'est un plaisir à regarder ça et c'est vraiment kiffant. Je me demande ce que ça va donner niveau audience aux USA. Peut-être que les fans de la côte ouest vont être un petit peu délaissés, peut-être que les fans de la côte ouest vont attendre seulement quand les Lakers et Clippers arriveront loin en playoff. Je me demande l'impact que ça aura. Peut-être que sur le fait de conquérir le marché de l'Europe, ça peut aider la NBA parce que leurs matchs sont plus abordables pour l'horaire des Européens. La septième chose que je regarde, c'est Chris Middleton en particulier parce qu'on sait ce que Giannis va faire et on sait ce que le reste de l'équipe des Bucks vont faire parce que cette équipe a très bien défini les rôles. Les joueurs jouent très bien leur rôle avec les frères Lopez, avec les shooters qu'ils ont à l'extérieur. Mais Chris Middleton, il a son rôle, mais on a besoin de plus de sa part. Si les Bucks veulent gagner un titre, il va falloir que Chris Middleton marque 20 à 25 points chaque match en playoff. Et peut-être devoir sortir une grosse performance à 30 points pour aller en finale. Et je ne sais pas si Chris Middleton, c'est lui sur qui tu peux compter pour lâcher une performance à 30 points. C'est un All-Star, c'est un borderline All-Star. À chaque fois qu'il a été All-Star, ça a été borderline. Et selon la performance de Chris Middleton, ça va beaucoup influencer le désir de Giannis de rester ou de partir de Milwaukee. Parce que Giannis, il voit qu'il peut recruter personne à Milwaukee. Tu vas faire venir personne quand il y a Pat Riley à Miami qui t'appelle. Tu vas pas venir au froid de Milwaukee, tu vois. Donc tu vas sûrement finir avec Chris Middleton comme seul numéro 2. Et il va falloir définir si oui ou non tu peux faire confiance à Chris Middleton pour être un numéro 2 dans une équipe qui gagne un titre NBA. Aujourd'hui, personnellement, je dois faire mon pari et j'en doute. Je pense pas que les Bucks vont gagner ce titre. Et je pense pas que tu peux faire confiance à Chris Middleton pour caser 30 points à plusieurs matchs de playoff. La huitième chose que je regarde, c'est l'organisation de la NBA. Alors on a vu un paquet d'articles disant que la bulle d'Orlando coûte extrêmement cher à la NBA, mais pour l'instant je trouve que c'est un sans faute. Les matchs ont un sentiment d'importance, les joueurs se donnent à fond, les joueurs sont en bonne santé, il n'y a pas eu de test de Covid positif jusqu'à aujourd'hui. La seule chose que je pourrais dire, c'est que les commentateurs
devrait faire plus d'efforts parce que sur les matchs que j'ai pu vivre, les matchs que j'ai pu voir, les commentateurs n'étaient pas extrêmement excités parce que les commentateurs, il me semble, qu'ils sont très influencés aussi par l'énergie des fans autour. J'ai vu des matchs excellents, j'ai vu beaucoup de matchs qui ont fini en overtime pendant cette bulle NBA et les commentateurs commentent simplement sans trop être excités et c'est ce qui mène un peu l'excitation des personnes qui sont à la maison et qui regardent un match NBA en fait. Et je trouve que c'est seulement ça qui manque. Il te faut des commentateurs qui poussent un petit peu de la voix, qui poussent un peu l'excitation parce qu'ils sont un peu meneurs, catalyseur, je ne sais pas si c'est un mot, de l'énergie que tu as à la maison en regardant ces matchs. J'ai en tête en particulier le match Grizzlies-Blazers qui a été ouf jusqu'à la fin, mais les commentateurs ont été un petit peu mous à mes yeux. C'est juste quelque chose que j'améliorerais. La 9e chose que je regarde, c'est l'émergence des stars à Denver. Alors peut-être que star, c'est un grand mot pour Bol Bol, mais Bol Bol a fait très plaisir sur les matchs de préparation et sur les matchs maintenant, il a des vraies minutes. Alors peut-être pas qu'il inscrit beaucoup de points, mais il a un impact à Denver sur le terrain, il est utile. Alors je sais pas comment tu peux l'utiliser sur une petite séquence de 5 à 10 minutes quand tu veux ralentir comme pas possible l'attaque, peut-être face à un Houston Rockets, ce sera hyper intéressant en playoff d'avoir des séquences de Bol Bol. Mais la star la plus importante à mes yeux à Denver qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., je sentais des étincelles match après match pendant la saison régulière. Il y avait des petits matchs où il te montrait qu'il a quelque chose dans le réservoir, il peut devenir une star. Et maintenant, il te casse des matchs à 35-36 points dans cette bulle NBA. Alors j'ai envie de voir, est-ce que c'est ces playoffs où il se révèle, où il montre qui il peut être? Parce que c'est ça qui manque à Denver. Ils ont Jamal Murray, c'est excellent. Ils ont Nikola Jokic, c'est très bien. Mais il leur faut une excellente arme offensive à l'extérieur. Et c'est ce Michael Porter Jr. qui peut se créer son shoot. Parce que je pense honnêtement que dans le futur, ce sera lui la star la plus importante à Denver s'il continue à se développer parce que c'est lui qui peut se créer un shoot. Nikola Jokic ne peut pas se créer un shoot à part s'il post-up. Et on n'est pas dans une ère qui aide le post-up. Jamal Murray peut faire un peu la différence, mais Michael Porter Jr., tu pourras lui donner un ballon et lui dire « J'ai besoin d'un tir à mi-distance et tu vas le tirer et ça va être bien défendu et j'ai besoin que tu le mettes. » Et peut-être que c'est lui, cette star, dans le futur. J'ai hâte de voir son développement. La 10e chose que je regarde, c'est les Spurs qui peuvent peut-être choquer le monde parce qu'ils sont pas très loin derrière les Grizzlies et les Grizzlies ont un calendrier assez difficile. Je tiens à noter les adversaires des Grizzlies pour la fin de saison. Les Grizzlies jouent le Jazz, le Thunder, les Raptors, les Celtics et les Bucks. C'est une équipe jeune, il faut se rappeler que c'est une équipe jeune. Peut-être qu'ils risquent de se casser les dents sur quelques équipes comme ça et peut-être qu'on va avoir un play-in tournament entre les Spurs et les Grizzlies, et peut-être que les Spurs vont voler la vedette à Ja Morant et aller en playoff encore une fois avec Greg Popovich. Et la 11e, je crois que j'ai fait 11 choses, la 11e chose que je regarde, bah c'est les Raptors qui peut-être sont en train de se glisser pour aller en finale NBA. Parce que j'ai fait une vidéo sur Instagram disant pendant la saison comment j'étais admiratif des Raptors parce qu'avec le départ de Kawhi Leonard, ils ont réussi à remplir le trou que Kawhi Leonard a laissé avec différents rôles de différentes personnes et je trouvais ça génial. Mais maintenant que je regarde un retour post-pause de la NBA, ils ont tous leur rôle. À Toronto, ils ont absolument tous leur rôle. Défensivement, ils ont 50 différents sets défensifs parce que Nick Nurse a instauré ça et on l'a vu pendant les finales NBA avec par exemple le box and one face à Steph Curry. Offensivement, tu as des joueurs qui s'expriment mieux depuis que Kawhi est parti comme Siakam et Van Vliet. Van Vliet, lui, il va prendre un énorme contrat éventuellement s'il quitte les Raptors parce qu'un joueur qui shoot à 40% à 3 points et qui défend bien comme lui, ça se paye cher et il reste longtemps en NBA. Tout le monde connaît son rôle. C'est des joueurs qui vont défendre comme pas possible. Ils vont rendre n'importe quelle série extrêmement dure. Si jamais Toronto s'incline face aux Bucks, ce sera minimum en 6, sûrement en 7. Les Bucks sont pour moi toujours les favoris. Mais ils ont clairement de quoi aller embêter les Bucks. Et je pense pour moi aujourd'hui que les seuls qui peuvent vraiment aller embêter les Bucks, ça serait Toronto. Peut-être les Celtics derrière. En tout cas l'équipe, c'était les 11 choses, je croyais en avoir noté 10, en fait j'ai 11 choses qui m'intéressent en NBA en ce moment. Notez-moi ce qui vous intéresse dans les commentaires, j'ai envie de vous lire, je vous répondrai à vous tous. En tout cas si vous voulez suivre les matchs NBA avec moi, ça se passe sur Twitter et Instagram, n'oubliez pas de me follow. Il y a un jeu concours pour vous faire gagner un des 3 maillots old school qui s'affiche à l'écran. J'espère que vous avez kiffé ce jeu concours, donc pensez à participer. Et on se retrouve très vite pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!